السلام عليكم الزول في الاول الحمد لله راكم كاع بخير. الموضوع تاع الفيديو تاع اليوم امريكا مع الامه الاسلاميه. Le sujet d'aujourd'hui c'est est-ce que le monde musulman a un problème avec Washington? Ou pour dire les choses dans le sens opposé, est-ce que l'Amérique a un problème avec le monde musulman? Vous savez, il y a de quoi se poser cette question dans ces temps troubles où on a l'impression que la mort est plus importante que la vie, que la force est plus importante que le droit, et que aujourd'hui, des Palestiniens, des Iraniens, des Syriens, des Libyens, des musulmans, pour parler plus prosaïquement, n'ont absolument aucune valeur pour Washington. Pas que Washington tout seul. Vous avez vu, après l'attaque barbare du génocidaire Netanyahou, on a appris que le secrétaire d'État américain, c'est-à-dire le ministre des Affaires étrangères américain, Marco Rubio, est venu en Israël, non pas pour critiquer le génocidaire Netanyahou, mais pour lui apporter son soutien, c'est-à-dire le soutien de Washington. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous savez que je connais bien les États-Unis, j'ai fait un livre avec les 7 chefs d'État du G7, dont le président américain Bill Clinton en 2000. J'ai ma femme qui est américaine, mon fils qui est américain, ça fait 28 ans que je fais des allers-retours aux États-Unis. Donc je suis bien placé pour parler des États-Unis d'Amérique. Et vous avez vu, j'ai une liberté de ton qui est totale. Car quand l'Amérique fait quelque chose de bien, je le dis, mais quand l'Amérique fait quelque chose de mal, je le dis aussi. Et c'est le sens de cette vidéo d'aujourd'hui. Et vous avez pu remarquer que je suis un homme de principe, un homme de valeur, et que j'essaie d'avoir une honnêteté intellectuelle, chose qui est extrêmement rare dans notre pays, l'Algérie, où on passe notre temps à avoir peur d'avoir une position critique lorsque les choses vont mal, et on passe notre temps à louer celles et ceux qui sont au pouvoir, ce qui est une erreur, et c'est ce qui fait que dans l'ensemble du monde musulman, on n'arrive pas à avancer. À ce titre-là, j'aimerais vous présenter un ouvrage important du grand Algérien, Malek Ben Nabi, Rabbi Yarhamou, et qui avait dit que le problème le plus important dans le monde musulman, c'est d'abord un problème culturel. Oui, problème culturel. Et je vais vous citer une phrase. Le problème du monde musulman n'est pas un problème politique, ni économique, mais fondamentalement culturel. Malek Ben Nabi aura ainsi élevé le débat sur la décadence du monde musulman, qui est visible à l'œil nu aujourd'hui, à sa véritable hauteur. Il met en pleine lumière le thème de la culture en lui rendant sa véritable vocation. C'est la première fois dans l'histoire et dans l'espace intellectuel arabe et musulman que nous rencontrons une œuvre qui est pour objet la culture. Oui, parce que la culture aujourd'hui en Algérie, c'est 3 lignes sur Facebook, 2 lignes sur Twitter et 1 ligne sur Instagram. Alors quand on voit que l'Amérique, qui certes, je dis bien certes, a été fondée sur la violence, sur le massacre des Indiens d'Amérique, mais qui, avec le temps, notamment avec la Deuxième Guerre mondiale, s'est rangée du côté du droit international. On a vu que pendant la période de la décolonisation, à partir notamment de 1956, où Tel Aviv, Paris et Londres avaient bombardé le canal de Suez en Égypte, qu'a fait l'Amérique? Elle a lancé un avertissement à Tel Aviv, à Paris et à Londres pour qu'ils se retirent du canal de Suez. Et ensuite, lorsque le candidat John Fitzgerald Kennedy a eu connaissance de la lutte héroïque du peuple algérien pour l'indépendance de notre pays, il a apporté son soutien en tant que sénateur et ensuite en tant que président lorsqu'il a été élu en novembre 1960. Et vous avez vu que sitôt l'indépendance obtenue grâce au martyre d'1,5 million d'Algériennes et d'Algériens,
le président américain de l'époque, John Fitzgerald Kennedy, avait reçu le président algérien Ahmed Ben Bella. Mais aujourd'hui, qu'en est-il de cet héritage du droit international, de la liberté? Je vous rappelle que quand vous arrivez à New York par bateau, vous voyez cette majestueuse statue de la liberté, mais on a l'impression qu'aujourd'hui, les États-Unis ont tourné le dos à la liberté, à la dignité et au droit international. Mais ce n'est pas possible. On ne peut pas accepter cela. On ne peut pas accepter cela. Quand je vois que, pas plus tard qu'il y a quelques jours, l'administration américaine a fait silence, je dis bien fait silence, lorsque le Qatar était bombardé par le génocidaire Netanyahou. D'ailleurs, il y a eu un réveil brutal dans les pays du Golfe. Oui, un réveil brutal. Ils ne s'y attendaient pas. Ils ne pensaient pas que l'Amérique allait procéder à un double jeu avec les pays du Golfe, les pays arabes, les pays musulmans de façon générale. En clair, les pays du Golfe, les pays arabes, les pays musulmans ont été victimes d'un véritable lâchage de Washington. Et là, très clairement, qu'est-ce que l'on observe? On observe que ces bases militaires américaines qui ont été installées dans les pays du Golfe, initialement pour protéger les pays du Golfe contre l'Iran, au final, ces bases militaires américaines dans les pays du Golfe, financées par le pétrole des pays du Golfe, pétrole et gaz des pays du Golfe, avaient un objectif inavoué. C'était non seulement de protéger Tel Aviv, mais de servir de base arrière, de base relais de Tel Aviv pour bombarder les pays du Golfe. L'ennemi aujourd'hui des pays du Golfe, ce n'est plus l'Iran, c'est Israël. Voici le réveil. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui les pays du Golfe ont compris que le parapluie américain était une vaste blague. J'aimerais dire quelque part, alhamdoulilah, enfin, les masques sont tombés. Surtout lorsqu'on voit que ce génocidaire de Netanyahou, qui est frappé d'un mandat d'arrêt international, oui, frappé d'un mandat d'arrêt international. Bon, à vrai dire, on n'a toujours pas vu sa notice rouge dans Interpol. Mais ce génocidaire qui a bombardé le 9 septembre le Qatar donne un avertissement et un ordre au Qatar en demandant au Qatar d'expulser ou de juger les terroristes en oubliant que lui-même est un terroriste génocidaire. Non seulement donc il bombarde, il ordonne au Qatar d'expulser ou de juger les terroristes, mais sur la question de la Palestine, où le Qatar a joué un rôle de médiateur très important, que dit-il? Il dit qu'il n'y aura pas d'État palestinien, car cet endroit nous appartient. Cet endroit nous appartient. Ni plus ni moins. Alors que les parents, arrière-grands-parents, arrière-grands-parents de Netanyahou n'ont jamais vécu en Palestine. Je dis bien jamais. Ils viennent d'Europe de l'Est, comme les 80% des habitants de Tel Aviv aujourd'hui. Ils ne sont pas issus de la terre palestinienne. Ils viennent d'Europe de l'Est. Alors, que faire? Que faire face à un génocidaire qui utilise la force en ignorant, en bafouant, en marchant sur le droit international qui pourtant, depuis la Deuxième Guerre mondiale, fonde les relations entre les États. Alors, en tant qu'Algérien, vous pouvez imaginer que on est concerné à plus d'un titre. Concerné car l'Algérie a obtenu son indépendance à la fois par la force des armes, de nos chouhadas, de nos glorieux chouhadas et de nos courageux moudjahidettes et moudjahidines, et par la force du droit international. Je vous rappelle qu'à partir de 1960, l'ONU a décidé de poser la question
de l'Algérie, la question algérienne, avec l'idée d'un référendum pour que le peuple algérien puisse décider de son avenir. Donc il y a eu à la fois la force et le droit. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de droit, il n'y a que la force. Alors notre ministre des Affaires étrangères, M. Ahmed Attaf, est bien discret, est bien silencieux, est bien effacé, eu égard aux enjeux sécuritaires, diplomatiques du moment. On a bien vu que lors de la déclaration de New York, où 142 pays, à l'initiative de la France et de l'Arabie Saoudite, ont voté pour la reconnaissance d'un État palestinien, notre diplomatie a été bien discrète, bien effacée, bien absente. Surtout que quelques jours avant, toujours cette administration américaine, c'est-à-dire Washington, avait exprimé son refus d'accorder des visas à la délégation palestinienne qui devait participer à New York à l'Assemblée générale des Nations Unies. Et malheureusement, notre pays a manqué de créativité, notre diplomatie a manqué de créativité, a manqué d'audace et a manqué de courage pour rappeler à Washington ses obligations internationales. Oui, malheureusement aujourd'hui, Washington et Tel Aviv font peur à ces 57 chefs d'État de la coopération islamique, font peur à ces 20 pays qu'on appelle arabes, et Washington et Tel Aviv font peur à Ahmed Attaf en tant que chef de la diplomatie algérienne. Alors, doit-on se taire? Doit-on réagir? Et si oui, de quelle façon peut-on réagir? Je pense que un des problèmes majeurs de notre pays et de la sphère culturelle à laquelle nous appartenons, c'est-à-dire la sphère musulmane, avons une terrible tâche, celle de ne pas faire rêver nos concitoyens. Martin Luther King, le célèbre pasteur noir américain, avait prononcé un discours devant 250 000 personnes, et ce discours c'était « J'ai un rêve, I have a dream, Andi hulm ». Mais aujourd'hui, où est le dream musulman? Où est-il? Où est le rêve musulman ou maghrébin ou berbère ou arabe, vous l'appelez comme vous voulez? أين هو الحلم مسلم؟ أين هو الحلم أمازيغي ولا عربي ولا شمال إفريقي؟ Il n'y a pas de rêve. Nos pays, nos dirigeants ne font rêver personne. Je dis bien ne font rêver personne. Et je vais vous raconter une histoire pour que vous voyez la différence. Vous savez que l'Amérique, la civilisation américaine s'est construite sur un rêve de liberté. Vous savez que les Européens qui ont peuplé l'Amérique à partir du XVIe siècle, ils l'ont peuplée car il n'y avait pas de liberté en Europe. Il y avait l'Inquisition, notamment l'Inquisition espagnole. À l'époque, la chrétienté catholique, notamment, était extrêmement forte et refusait, comme aujourd'hui dans les pays musulmans, tout avis contraire, toute expression d'une opinion qui remettait en cause l'ordre établi. Et le seul pays où les Européens pouvaient être libres, c'était en Amérique. Bien sûr, les Américains, les Européens de l'époque ont massacré les premiers habitants qui étaient sur place, c'est-à-dire les Indiens d'Amérique. Mais sitôt le massacre réalisé, l'Amérique est devenue une terre de liberté qui attirait non seulement des Européens, mais ensuite des Chinois, des Japonais, bref, des populations opprimées dans le reste du monde. Donc oui, la civilisation américaine, après l'étape de la violence terrible, la barbarie contre les Indiens, les États-Unis d'Amérique sont devenus une terre de liberté et de droit. Il y avait un rêve américain. Et ce rêve américain a été réapproprié par Tel Aviv à sa naissance.
Ici, je vous montre le titre d'un livre qui s'appelle « Adieu Israël », mais qui raconte initialement un événement qui s'est produit en 1971, que je vais vous raconter en quelques mots. Juin 71. Un événement extraordinaire a lieu en URSS. Donc à l'époque, c'était la Russie d'aujourd'hui. Seuls et sans armes, 22 hommes et 2 femmes juifs occupent pendant plusieurs heures le palais du Soviet suprême à Moscou, c'est-à-dire du pouvoir communiste de l'époque. Ces 22 hommes et 2 femmes juives, c'est-à-dire 24 personnes, voulaient, ou plutôt exigeaient le droit d'aller vivre en Israël. Vous imaginez? Déjà en Russie, c'était la misère, parce que l'Union soviétique de 71, c'est pas l'Union soviétique des années 60, où c'était vraiment un boom en avant. Ensuite, avec la rivalité entre l'Union soviétique et l'Amérique, l'économie s'est essoufflée et l'Union soviétique ne faisait plus rêver ni les soviétiques, ni les communistes à travers le monde entier. Donc, les juifs de l'époque se sont dit, nous ne voulons plus rester en Union soviétique. C'est un peu comme les haragas d'aujourd'hui, en Algérie. 40% des Algériens ne veulent plus rester en Algérie. Autant l'Algérie faisait rêver en 62, jusqu'à l'époque de Chebli, autant aujourd'hui, l'Algérie ne fait plus rêver. Il faut le dire. Sinon, on n'aurait pas 10 000 haragas par an qui quittent l'Algérie, et parmi eux, 517 Algériens meurent en mer Méditerranée. Donc, je poursuis cette narration de ce qui s'est passé en juin 71 à Moscou. Quelques jours plus tard, donc cet événement, un autre événement extraordinaire, le Kremlin, c'est-à-dire Moscou, a cédé. Parmi ces gens, il y avait un homme célèbre en URSS, c'était un cinéaste qui s'appelle Liefim Sevela, c'était un juif russe. L'événement était d'importance mondiale. La porte de fer s'ouvrait devant les juifs qui désiraient émigrer en Israël malgré les tracasseries administratives, les humiliations, les difficultés de toutes sortes. Donc là, on est en 71. Donc à ce moment-là, Israël faisait rêver. Et vous savez pourquoi Israël faisait rêver? Car en 67, Israël, tout petit pays, aidé militairement par l'Amérique, la fameuse Amérique, par Washington, Tel Aviv a triomphé de l'armée égyptienne, de l'armée jordanienne, de l'armée syrienne, et a colonisé 100% de la Palestine. Donc ça, c'était 1971. Donc évidemment, les Juifs du monde entier, quand ils ont vu que ce petit pays, aidé par Washington, a triomphé des puissances arabes autour, à la population beaucoup plus importante, à l'armement beaucoup plus important, mais moins technologique que celui de Tel Aviv fourni par Washington, se sont dit, mais c'est là où il faut vivre, dans un pays puissant. C'était la puissance de Tel Aviv qui a fait rêver les Juifs russes. La puissance. Et en plus, Tel Aviv se présentait comme un État démocratique. Donc il y avait les 2 dimensions qui comptent pour un citoyen opprimé. L'état de droit, c'est-à-dire la démocratie, et la puissance militaire, qui est en mesure d'assurer la sécurité des habitants. C'est ces 2 dimensions, liberté et puissance militaire, qui font rêver le monde entier pour aller aux États-Unis et qui font rêver les Juifs du monde entier pour aller vivre en Israël. Donc, après la victoire éclatante de 67, en 71, les Juifs russes ont dit « Nous voulons vivre en Israël ». Mais, il y a toujours un mais, évidemment, et vous connaissez mon honnêteté intellectuelle. Que s'est-il passé 6 ans après 77. Alors, entre 67 et 77, il y a eu un événement aussi. C'est 73, les Arabes, en tout cas les pays arabes, aidés par l'Algérie, que ce soit la Syrie, l'Égypte, et l'Algérie qui a apporté son soutien militaire. Israël a été déstabilisé. Et sans l'aide militaire d'urgence de Washington, les
armées du Moyen-Orient et de l'Algérie auraient triomphé de Tel Aviv. Et donc les doutes a commencé à s'installer chez les Juifs qui étaient en Israël. Et en 77, donc 6 ans après cet événement de Moscou qui a eu lieu en 71, ce cinéaste juif russe n'avait plus qu'un seul désir, c'était de quitter à jamais Israël. Incroyable, hein? Vous avez vu le retournement de situation? Voilà, il voulait quitter Israël. Alors qu'en 71, il était prêt à mourir pour vivre en Israël. Le rêve fabuleux qui s'était réalisé dans une épopée à la dimension du judaïsme et de la Russie est devenu un cauchemar. Oui, un cauchemar. On passe très vite du rêve au cauchemar. Donc de 71 à 77, les Juifs russes sont passés du rêve au cauchemar. Je poursuis, c'est la dernière phrase. Ce cinéaste juif russe, qui s'est installé en 71 en Israël, Yefim Sevela, raconte dans un livre inoubliable intitulé « Adieu Israël », où les Juifs russes trahis par Israël. Donc il y a eu un sentiment de trahison. Les Juifs russes se sont sentis trahis par Tel Aviv. Cette aventure exceptionnelle, il mêle avec cette foule qui est dans la continuité de la littérature russe, la tendresse pour le vieux clan juif, l'espoir, puis le désespoir, la critique et l'humour. Alors pourquoi je vous parle du rêve américain et du rêve juif israélien? C'est que oui, à un moment donné, ces deux pays ont fait rêver. Aujourd'hui, est-ce que vous croyez que beaucoup de gens rêvent d'Amérique ou rêvent d'Israël avec ce qui est en train de se passer, avec cette nouvelle attitude de ces deux pays de tourner le dos au droit international et de tourner le dos à la liberté? Vous avez vu que le génocidaire Netanyahou a fait le maximum pour ôter le pouvoir à la Cour suprême à Tel Aviv. Et vous avez vu qu'avant le 7 octobre, il y avait 500 000 manifestants chaque semaine pour s'opposer à la réforme judiciaire du génocidaire Netanyahou. Je sais que beaucoup ont oublié cet épisode, car ôter le pouvoir suprême à la Cour suprême de Tel Aviv, c'était laisser libre cours à la folie génocidaire de Netanyahou. Donc aujourd'hui, ces deux pays ont tourné le dos au droit international et à la liberté. Alors que faire? Ça devient compliqué. Car le Mossad, j'ai fait une vidéo sur le Mossad, aidé par la CIA, tue n'importe qui dans le monde entier. À Téhéran, à Damas, à Beyrouth, au Caire, avant cela à Tunis, sûrement, possiblement en Algérie, car il n'y a plus aucune limite pour le Mossad aidé par la CIA. Je dis bien aucune limite. Il n'y a plus de droit international. Il n'y a plus la sacralité du droit international. Alors il faudra bien qu'on trouve une solution, qu'on arrête, je dis bien on, c'est-à-dire les musulmans, les arabes, les berbères, les coptes, les kurdes, les méditerranéens, les africains, vous les appelez comme vous voulez. En tout cas, toutes ces populations qui vivent dans cette aire géographique. Il faut qu'on arrête les enfantillages, le populisme et la propagande pour avoir une attitude beaucoup plus pragmatique. Car que vous le vouliez ou non, les Américains et les Israéliens sont dans une attitude ultra pragmatique. Oui, je dis bien ultra pragmatique. Ils ne s'embarrassent plus. Ils ne s'embarrassent plus du droit ou de la liberté ou de la justice. C'est fini, ça. C'est le pragmatisme. J'aimerais dire, c'est le machiavélisme dans toute sa splendeur. Oui, Israël et l'Amérique, c'est le pragmatisme, c'est le machiavélisme dans toute sa splendeur. Donc, si on ne se met pas au travail du pragmatisme, eh bien, sachez que ce qui s'est passé à Doha, ou à Téhéran, ou à Beyrouth, ou à Damas, mais va se reproduire dans
tous les pays qui oseraient remettre en question le suprématisme israélo-américain. Oui. Et le fait de se recroqueviller dans notre petit coin, dans notre petit précaré, en disant « Oh non, nous, on ne s'intéresse pas à ce qui se passe à Doha, ou au Liban, ou à Téhéran, ou à Damas, ou à Beyrouth. » Mais ça va nous, tel un effet boomerang, nous revenir en pleine figure. Et là, je m'adresse à mes compatriotes algériens qui ne prennent pas la mesure de ce qui est en train de se passer. Croyez-moi, si on n'a pas une stratégie où on va mutualiser tous nos efforts, à la fois diplomatiques, économiques, énergétiques, politiques, militaires, nucléaires, croyez-moi, nous sommes tous en danger. Je dis bien tous en danger. Alors, ce danger-là, il faudra bien qu'on en soit conscient, car si on n'est pas conscient de ce danger-là, mais on ne va rien faire pour améliorer la situation. Vous savez, j'entends beaucoup de nos compatriotes algériens qui disent « Oui, mais c'est fini maintenant l'Occident, c'est fini l'Europe, c'est fini la France, ils sont tous endettés, etc. etc. » Vous savez, nos concitoyens algériens sont des rêveurs. Ils pensent parce qu'on a 3 gouttes de pétrole et 2 gouttes de gaz qu'on est puissant, qu'on est fort. Vous savez, l'Occident, dont on annonce depuis un siècle son déclin. Regardez, ça fait un siècle qu'un grand philosophe historien allemand, Oswald Spengler, avait annoncé le déclin de l'Occident. C'est un livre extrêmement important. C'est le plus grand historien du XXe siècle avec Arnold Toynbee, avec l'anglais Arnold Toynbee. Donc cet ouvrage, qui s'appelle « Le déclin de l'Occident », a été écrit au moment, vous savez, de la crise financière de 1929. Tout le monde pensait que c'était fini l'Occident. Allez, il y a eu la crise à New York, tout va aller très mal. Ensuite, il y a eu la crise économique après cette crise financière de 1929. Ensuite, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale. Je vous rappelle que les 2 guerres mondiales, première et deuxième, ont été déclenchées par des Européens, France, Allemagne. Mais depuis un siècle, malgré les crises financières, malgré les crises économiques, malgré 2 guerres mondiales, l'Occident est toujours puissant. Ne rêvez pas. C'est l'Occident qui fixe les règles du monde entier. D'ailleurs, qui aujourd'hui fait partie du Conseil de sécurité des Nations Unies en tant que membre permanent? Vous avez États-Unis, pays occidental, Angleterre, pays occidental, France, pays occidental, et vous avez 2 autres pays asiatiques, l'Union soviétique devenue la Russie et Taïwan devenue la Chine. C'était Taïwan jusqu'en 1975 qui avait un siège aux Nations Unies, incroyable, hein. Et quand il y a eu le réchauffement diplomatique entre Washington et Pékin, en 1975, c'est la Chine qui a repris son siège au Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc ce déclin de l'Occident que nous a annoncé Oswald Spengler dans les années 30, mais il n'a toujours pas eu lieu. Alors pour la petite histoire, la traduction française du grand livre, ce grand classique de la littérature philosophique et historique mondiale, ce livre a été traduit par un Algérien, oui, Algérien. On n'en parle jamais. C'est monsieur Tazrout. Oui, monsieur Tazrout. Et à l'époque, vous savez, c'était Gallimard, hein. Je ne sais pas si vous imaginez. Gallimard, la plus grande maison d'édition française. Et je vais vous dire, comme il avait un prénom algérien, Gallimard n'a pas voulu mettre son prénom. Regardez. Traduit de l'allemand par monsieur Tazrout. C'est pas beau, ça. Regardez. Traduit de l'allemand par monsieur Tazrout. Donc vous imaginez, il y a un siècle, vous avez un Algérien qui a vécu en Allemagne, donc c'était un intellectuel algérien, et qui, s'il vous plaît, a écrit des ouvrages sur la philosophie allemande, sur l'histoire allemande,
et qui, en plus de cela, a traduit ce livre très important que tous les intellectuels connaissent et qui est le déclin de l'Occident. Est-ce que vous imaginez? Donc Gallimard n'a pas voulu mettre son prénom. Ben oui, Mohammed. Vous imaginez, c'est même pas un Français, c'est même pas un noble français qui a traduit cet ouvrage extrêmement important. C'est un Algérien, Mohammed Tazrout, donc né en 1893, donc en Algérie, à Aghrib, et est mort en 1973. Est-ce que vous imaginez? Vous imaginez? Et en 1931, donc il a traduit cet ouvrage. Vous savez, quand je vois la différence qu'il y a entre les Algériens des années 30, 40, 50, 60, en tout cas l'élite intellectuelle de cette époque-là, et quand je vois la déflagration intellectuelle d'aujourd'hui, et c'est pas pour rien que Malek Ben Nabi a parlé de problèmes de culture dans les pays musulmans, mais il parle évidemment aussi du problème de culture en Algérie. Et c'est une catastrophe. Nous vivons une tragédie. Vous imaginez, il y a un siècle, un Algérien a vécu en Allemagne, a écrit des ouvrages de philosophie, d'histoire allemande. C'était le plus grand connaisseur de l'Allemagne. Est-ce que, je ne sais pas si vous réalisez, est-ce que vous réalisez comment ça s'est dégradé? Et donc, en plus d'avoir écrit en 1955 la métaphysique intellectuelle, il a écrit en 61 Histoire politique de l'Afrique du Nord. Ben oui, nous avions des intellectuels jadis. Aujourd'hui, nos intellectuels algériens sont au chômage. Voilà, vous savez, il y a quelques années, le grand écrivain algérien Azouz Begag avait écrit un livre qui s'appelle One, Two, Three, Viva l'Algérie. Voilà, nous on en est réduit à One, Two, Three, Viva l'Algérie. Alors qu'à l'époque, les Algériens, c'était du solide, hein. Le déclin de l'Occident de Oswald Spengler. Regardez sur Internet, c'est qui ce monsieur? C'est le plus grand historien, c'est le plus grand philosophe historien du XXe siècle, avec Arnold Toynbee. Vous savez, ça fait mal. Vous savez, j'ai mal quand je vois qu'on est passé de Mohammed Tazrout à One, Two, Three, Viva l'Algérie. C'est la raison pour laquelle Azouz Begag, de façon un peu ironique, parle des aspirations de la jeunesse algérienne aujourd'hui. Vous savez, on est tombé bien bas. Wallah, on est tombé bien bas. Quand on voit ce qui est en train de se passer, ça fait mal quand même, non? Je ne sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, Al-Marhoum Mohammed Tazrout, s'il voit comment la culture est devenue, allez, un objet de consommation, mais alors très limité en Algérie. Vous savez, si Mohammed Tazrout avec Malek Ben Nabi voyait l'état intellectuel de l'Algérie aujourd'hui, je pense qu'il pleurerait. Ipko. Alors, eu égard à ce qui est en train de se passer, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on va regarder les choses comme ça? On va regarder sur Internet, on va regarder à la télévision, lire dans les journaux ce qui se passe, on va essayer de réagir. Parce que c'est quoi l'alternative? On va se recroqueviller sur nos frontières. Vous savez, les Israéliens, ceux qui habitent à Tel Aviv, vous savez qu'il y a des intellectuels en Israël. Ces intellectuels-là ont étudié l'âme berbère, arabe, musulmane, vous l'appelez comme vous voulez. Et un grand intellectuel, donc israélien, qui est professeur de l'université hébraïque de Jérusalem et qui a publié un livre qui s'appelle Mythes politiques arabes, qui s'appelle Emmanuel Sivan. Et dans ce livre, il décrypte tous les mythes. Ça va du mythe du Maghreb. Voilà, là, je vous ai pris 2 ouvrages, là, ça s'appelle donc l'Algérie, cœur du Maghreb classique ou le Maghreb en mutation. Oui, le mythe du monde arabe. Voilà, le monde arabe en point de mire. Ou l'éclatement du Proche-Orient, comme ce livre de Georges Corme, le défunt Georges Corme. Ou des armées arabes, comme ce livre du général Saad ad-Din Shazli.
Donc, il a tout étudié. Et je vais vous dire, allez, je vais vous citer juste une phrase pour pas vous embêter. Écoutez-moi bien. Notre époque n'est pas indulgente pour les mythes politiques arabes. En gros, ils se moquent de nous. Arabes, je vous ai dit, il y a tout, les Kurdes, les Arabes, les Berbères, les Arméniens, les Coptes. Les grands thèmes qui les inspirent depuis bientôt un siècle ont progressivement perdu leur force. Voilà. Déflagration. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est un grand intellectuel israélien. Ça, il faut lire aussi la littérature d'en face. Il ne faut pas simplement lire les écrits populistes de chez nous qui ont une vertu, c'est de nous gonfler un peu le torse, mais dans la réalité, on pèse well ou on pèse zéro. Le rêve d'un État fort, susceptible de mener à bien l'unité arabe, le sentiment que toute division au sein de la nation arabe est forcément artificielle, la conviction que cette unité se fonde sur une réalité économique et des intérêts stratégiques communs. Tout ça, c'est un mythe. Le livre d'Emmanuel Sivan, c'est l'auteur du livre, explore quelques-uns des mythes auxquels ces thèmes avaient donné naissance. Les croisades à l'époque de Salah ad-Din al-Ayyubi, la ville sainte de Jérusalem, bah oui, Jérusalem, le culte de l'État-nation, comme en Algérie par exemple, l'État-nation, entre autres, hein, mais partout il y a l'État-nation, en Égypte, en Syrie, en Irak. Il en étudie l'élaboration, les inflexions et la fortune. La fortune, c'est ce qui est arrivé, ce qui se passe. Et la fortune dans l'imaginaire arabe à travers les siècles, donc depuis les croisades. Il démêle la relation complexe entre ces mythes, ou ces rêves, vous les appelez comme vous voulez, et la réalité historique qui en forme la matière. La réalité historique, c'est ce qui se passe vraiment aujourd'hui. Regardez, on est tous là à dire oui, on est algérien, oui, on est marocain, oui, on est tunisien, oui, on est égyptien, oui, on est qatari, oui, on est émirati, oui, on est saoudien, oui, on est irakien. Mais tout ça, c'est bidon. Vous savez que c'est bidon. Tout ça, c'est des frontières artificielles issues de la colonisation française et anglaise. Oui, il y a eu une histoire, mais ces États que l'on connaît aujourd'hui, ces États-nations, sont un pur produit des colonisations françaises et anglaises. Notre véritable histoire, elle vient de l'héritage coranique et mahométan, c'est-à-dire des premiers califes de l'islam, après Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Ben oui, le calife Abu Bakr, le calife Omar, le calife Othman et le calife Ali, Rabbi yarhamou. Oui, ça vient de là. Là, on a une histoire commune. Ensuite, il y a eu les Omeyyades, les Abbassides, et après, il y a eu un certain nombre de principautés. Pour parler de ce qui s'est passé, par exemple, au Maghreb, le Maghreb en mutation, il y a eu, par exemple, le califat almoravide au XIe siècle, le califat almohade au XIIe et XIIIe siècle. Et vous savez qui est le fondateur du califat almohade, c'est-à-dire al-Mouahidoun, c'est un Algérien, oui, Algérien. Et vous savez, ça m'a valu des problèmes au Maroc quand j'ai révélé ça sur la place publique en mars 2025, lorsque j'ai dit que le fondateur de la dynastie almohade, al-Mouahidoun, c'est un Algérien né à Nadroma. Et oui, le grand Abdelmoumen El-Koumi. Bon, bref, tout ça pour vous dire, ça, c'est notre histoire à nous. C'est notre histoire. C'est l'histoire de l'Umma, islamiyya b'sifa'amma. Vous savez que dans l'islam, il n'y a pas de différence entre les Berbères, les Kurdes, les Arméniens, les Coptes, les Arabes, etc. Car nous avons un idéal commun. En tout cas, je parle de la majorité. Bien sûr, il y a des gens qui vont me dire « Oui, mais moi, je suis musulman, etc. » Oui, c'est votre droit. Vous avez le droit de ne pas être musulman, vous avez le droit d'être agnostique, vous avez le droit d'être chrétien. Vous dites ce que vous voulez. Moi, je vous parle de la majorité de ces peuples qui habitent ces contrées. Ce sont des musulmans qui ont un idéal commun. Alors, toujours pour reprendre Malek Ben Nabi, le grand, le marhoum Malek Ben Nabi, il avait imaginé à l'époque, en s'inspirant de l'histoire du Commonwealth britannique, vous savez que la force, la puissance de l'Angleterre, elle n'est pas simplement liée à la Grande-Bretagne actuelle, c'est qu'il y a ce qu'on appelle le Commonwealth, c'est-à-dire des anciennes colonies ou dominions qui faisaient partie de la puissance britannique jusqu'en 1914-18 et
et surtout après la chute de l'Empire indien. Vous savez qu'il y avait un vice-roi d'Inde qui était britannique. Et donc, s'inspirant de l'exemple de la création du Commonwealth britannique, Malik Ben Nabi, le marhoum Malik Ben Nabi, a eu l'idée de mettre en place un Commonwealth islamique. C'est un peu, j'aimerais dire, on va dire l'inspirateur de l'actuelle coopération islamique des 57 États actuels. Vous avez vu, ils se sont réunis à Doha, mais le grand Malik Ben Nabi avait beaucoup plus d'ambition que cette petite organisation qui, à vrai dire, n'a pas de force, n'a pas de puissance et ne fait pas rêver comme ferait rêver le Commonwealth britannique. Vous savez, nous, à chaque fois, on essaie d'imiter, mais on n'y arrive pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'on n'a pas de rêve. On fait rêver personne. Nos dirigeants ne font pas rêver. I Have a Dream de Martin Luther King a fait rêver les Noirs américains. Mais vous croyez que les dirigeants actuels dans le monde islamique font rêver les populations qui font partie de ces pays? Mais pas du tout. Mais pas du tout. Aujourd'hui, regardez, revenons à l'Algérie. Vous croyez que les Algériens rêvent d'un Commonwealth islamique tel que l'imaginait le marhoum Malik Ben Nabi? Mais pas du tout. Aujourd'hui, les Algériens rêvent d'Espagne. Rêvent d'Espagne. Pourtant, à l'époque, les musulmans étaient restés, arabes et berbères, étaient restés 781 années en Espagne, notamment en Andalousie. Et maintenant, c'est les Algériens, les Marocains, les Sénégalais, les Maliens qui rêvent d'Espagne. Alors, je ne vous cache pas qu'aujourd'hui, sur le plan géopolitique, il y a de quoi être très, très fier de l'Espagne. Oui, oui, je pèse mes mots. En tout cas, moi, à titre personnel, je suis extrêmement fier de l'Espagne. Oui, je vais vous dire pourquoi. Vous savez, quand on voit ce qu'est en train de faire l'Espagne, c'est absolument magnifique. Alors, où est mon petit texte afin que je puisse développer mon argumentaire, parce qu'il faut toujours avoir un argumentaire. Regardez ce que vient de faire l'Espagne. Madrid a annulé un contrat de 700 millions d'euros pour des lance-roquettes de conception israélienne. Regardez-moi ça, Madrid. C'est pas Rabat, hein, c'est pas Le Caire, c'est pas Riyad. Non, c'est Madrid. Madrid a annulé un contrat de 700 millions d'euros pour des lance-roquettes de conception israélienne. Chapeau, hein. Le gouvernement espagnol a annulé un contrat de près de 700 millions d'euros pour des lance-roquettes de conception israélienne dans la foulée de l'embargo sur les contrats d'armement avec Israël, confirmé la semaine dernière selon des documents officiels consultés lundi par l'AFP, agence France. Vous imaginez? L'Espagne. Ah, Bimanel Kalima, l'Espagne, Spagna. Ça, c'est des vrais pays. Vous savez, ces pays-là, ils font pas du blabla. L'Espagne, aujourd'hui, ne fait pas de blabla. Nous, on adore faire de blabla. On fait des réunions, mais il n'y a pas de décision. L'Espagne, Bimanel Kalima, a décrété un embargo sur l'armement israélien. Elle n'achète pas, donc elle n'importe pas et elle n'exporte pas. Elle a même refusé des bateaux, des navires qui transportaient de l'armement vers Israël, car le Premier ministre espagnol, Pedro Sanchez, a dit qu'il est hors de question que l'Espagne participe au génocide du peuple palestinien. Et vous croyez que les pays là qui ont signé les accords d'Abraham ou qui ont normalisé leurs relations diplomatiques avec Tel Aviv depuis 1977, c'est-à-dire l'Égypte, la Jordanie et depuis quelques années le Maroc, les Émirats, vous croyez que ces pays ont décrété un embargo ou rompu leurs relations diplomatiques ou tout simplement suspendu les relations diplomatiques? Ouais, non. D'ailleurs, c'est quand même incroyable que nos frères marocains, qui sont voisins, il y a à peine 15 kilomètres entre le Maroc et l'Espagne, comment se fait-il qu'ils n'aient pas le courage de l'Espagne
Pourtant, les Espagnols ne sont pas des musulmans, ce ne sont pas des Arabes, ce ne sont pas des Berbères, ce sont des chrétiens catholiques. Et regardez ce que font les chrétiens catholiques espagnols. Embargo militaire sur Tel Aviv. Et ça ne s'arrête pas à cet embargo-là, écoutez-moi bien. Ce contrat attribué à un consortium formé par des entreprises espagnoles prévoyait l'acquisition de 12 exemplaires du système de lance-roquettes de haute mobilité, ça s'appelle SILAM, S-I-L-A-M, développé à partir du système Pulse du groupe israélien Elbit Systems selon Military Balance de l'Institut international d'études stratégiques IISS. Extraordinaire, hein? Donc non seulement il y a l'embargo militaire, mais en plus de ça, l'Espagne a dit que par rapport au concours de l'Eurovision, le concours de l'Eurovision, c'est un concours de chansons amateurs de tous les pays européens, de façon large. L'Espagne a dit, si Israël participe, l'Espagne ne participera pas. Vous imaginez le symbole. Et vous croyez que Rabat, le Caire, Amman ou Dubaï vont boycotter quoi que ce soit? Ouais, alors. Et là, vous voyez la dignité NIF de ces pays-là, c'est zéro. Nada. Nada, nada, nada. Donc oui, il y a de quoi être extrêmement fier de l'Espagne. Mais j'aimerais aussi, puisqu'on est dans le domaine militaire, j'aimerais m'interroger avec vous. Vous savez que pour calmer les velléités expansionnistes et génocidaires de Netanyahou, aidé par Washington, vous savez que si on ne met pas en place un commandement militaire intégré, et moi je rajoute nucléaire, de l'ensemble des pays dits arabes, vous savez que Netanyahou va continuer. L'un après l'autre, vous avez remarqué, comme il joue au domino. Il bombarde Gaza, Cisjordanie, Liban, Syrie, Iran, Qatar. Mais il ne va jamais s'arrêter. Mais il ne va jamais s'arrêter. Vous savez, c'est comme un serial killer. Un serial killer. C'est quoi la différence entre un meurtrier et un serial killer? Un meurtrier ou un assassin, il tue une seule fois. Ou bien par intérêt, ou bien dans le cas d'un crime, on va dire passionnel. Donc, un meurtrier, un assassin, il tue une fois. Et un serial killer, il tue plusieurs fois. Et aujourd'hui, Netanyahou, c'est devenu un serial killer. Un peu comme Hitler. Vous savez, au début, Hitler, il a envahi Tchécoslovaquie, puis ensuite la Pologne, et ensuite la France, etc., etc. C'est exactement le même comportement que le serial killer Hitler pendant la Deuxième Guerre mondiale. Voilà ce qu'est le génocidaire Benyamin Netanyahou. Donc je crois que les pays dits arabes ont commencé à comprendre, donc les pays de la région Middle East, North Africa, que les autres pays qui n'ont pas été touchés vont être les prochains sur la liste. Donc s'il n'y a pas l'idée que j'ai développée sur la base des réflexions de Marhoum, le général Saad el-Din Shazili, nous allons tous à notre perte. Je dis bien nous allons tous à notre perte. Car quand on regarde les dépenses d'Israël, en 2024, les dépenses militaires, c'était 46,5 milliards de dollars, mais les pays arabes, c'était 243 milliards de dollars. Le problème, c'est qu'on achète, quand je dis on, c'est-à-dire tous ces pays-là, on achète tous la même chose. Mais il y a un seul domaine où il faut investir. Je dis bien un seul, c'est le nucléaire. Tant qu'il n'y a pas une force nucléaire commune, le génocidaire Netanyahou va passer son temps à faire la loi, à nous empêcher de dormir, à nous empêcher de nous développer. Il faut absolument une force de dissuasion nucléaire. À ce sujet, n'oublions jamais que c'est la France de De Gaulle, bien avant qu'il arrive au pouvoir en 58, dès 1955, mais lui a confirmé, c'est la France de De Gaulle qui a livré l'armement nucléaire à Israël. Ne l'oublions jamais. Avant que les États-Unis deviennent l'allié privilégié de Tel Aviv, c'était la France.
qui était l'allié privilégié de Tel Aviv. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Car à l'époque, l'Égypte, la syrienne, à l'époque c'était un grand pays l'Égypte, soutenait militairement, politiquement, diplomatiquement le FLN algérien. Et la France, de Gaulle, voyait d'un très mauvais œil que l'Égypte soutienne le FLN. Donc, il s'est dit, il faut que je m'allie, il faut que je solidifie militairement Israël pour que Israël détruise l'Égypte et ainsi le FLN n'aura plus de soutien militaire de l'Égypte. C'était ça le calcul de l'époque. Ne l'oubliez jamais. Je dis bien ne l'oubliez jamais. C'est la France de Guy Mollet et de Gaulle qui ont donné l'arsenal nucléaire à Tel Aviv et qui ont livré les avions qui ont permis en 1967 de bombarder les armées égyptiennes, syriennes, jordaniennes, irakiennes. Ne l'oublions jamais. Alors, puisque aujourd'hui il commence à y avoir un début de prise de conscience des dangers qui nous guettent à cause du génocidaire Netanyahou, il faut peut-être que les stratèges de l'armée algérienne repensent les priorités militaires pour 2026. Car le budget militaire que nous avons échafaudé, en tout cas que l'armée algérienne a échafaudé pour 2025, qui était un budget classique, mais à la lumière de ce qui se passe depuis quelques mois, avec cette folie génocidaire de Netanyahou, il serait peut-être bon que les chefs de l'armée algérienne puissent discuter avec les autres armées à la fois du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord pour essayer de coordonner la réflexion et les moyens militaires pour être en mesure de contenir ce délire expansionniste et génocidaire de Netanyahou. Vous savez, à l'époque, les Américains avaient élaboré une doctrine, la doctrine du containment par rapport à l'Union soviétique qui avait des pions partout dans le monde entier. Le containment, c'est-à-dire contenir, endiguer. Aujourd'hui, il faut exactement avoir le même niveau de réflexion et d'action que les Américains dans les années 50 pour contenir l'expansionnisme machiavélique et génocidaire de Tel Aviv. Sinon, nous allons tous à notre perte. Donc, il faut réfléchir ensemble à la meilleure façon de mutualiser à la fois les budgets et les moyens militaires contre les génocidaires de Netanyahou. Enfin, sur le plan symbolique, je voulais féliciter, je dis bien féliciter, notre concitoyen algérien, l'ancien chef du parti MSP, l'Oustad Abdelrazak Makri, qui a décidé de participer à la flottille pour Gaza avec de l'aide humanitaire. Et là, franchement, chapeau. Chapeau, docteur Abdelrazak Makri, vraiment chapeau. Je sais qu'il a été souvent critiqué, mais croyez-moi, quelles que soient nos opinions politiques ou nos visions idéologiques différentes, moi je salue l'action de l'homme de terrain. J'ai toujours respecté les hommes qui avaient à la fois un souci théorique et une démarche pratique. Et le docteur Abdelrazak Makri fait partie de ces rares hommes en Algérie qui essayent de conjuguer à la fois l'action politique et l'action militante. Donc je dis bravo. Alors certains l'ont critiqué parce qu'ils ne connaissent pas l'homme. J'ai eu l'occasion de le rencontrer à l'époque de la réunion de Mazafran à Zeralda et on s'est rencontrés par la suite pour discuter un peu de l'avenir de l'Algérie. Je lui avais soumis l'idée de se mettre d'accord sur l'idée pour 2019 d'un candidat unique de l'opposition et ça ne s'était pas fait. Il a dit il faut réfléchir. Bon, je suppose qu'à l'époque, il n'était pas tout seul pour décider, parce que, vous savez, quand on est dans un parti politique, il faut tenir compte des différentes sensibilités. Mais en tout cas, ceux qui le critiquent oublient que le docteur Abdelrazak Makri, c'est pas la première fois qu'il participe à une flottille pour Gaza. Regardez.
2 juin 2010, Abdelrazak Mokri raconte l'horrible et funeste raid israélien sur la flottille humanitaire à destination de Gaza. Là, c'était Shorok, du 2 juin 2010. Donc, il a l'habitude. C'est pas la première fois. Donc, ceux qui le critiquent, déjà, osez faire ce qu'il fait, parce que la critique, elle est facile. Mais essayez d'avoir le courage de faire ce que fait Abdelrazak Mokri. Et à l'époque, que disait le docteur Abdelrazak Mokri? Il racontait donc cet horrible raid israélien sur la flottille humanitaire. Il disait que quand il avait pris part à cette flottille humanitaire de la liberté à destination de Gaza assiégée, il y avait 5 femmes algériennes, 27 hommes algériens, dont 2 étudiants algériens âgés de 23 ans seulement. Il disait qu'ils avaient résisté courageusement à l'assaut odieux de l'armée israélienne contre leurs navires dans les eaux internationales au large de Gaza. Et ça, c'était en juin 2010. Donc, même si vous n'êtes pas d'accord avec le docteur Abdelrazak Mokri, qui n'est plus président du parti MST, au moins, il faut respecter le courage de cet homme et de ceux et de celles qui l'ont accompagné et qui l'accompagnent cette fois-ci. Donc, bravo, 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 Tawfiq, Inch'Allah. Et certains m'ont dit, mais toi, pourquoi tu ne participes pas? Vous savez, en 2009, avec mon ami français, chrétien, Jean-Bruno Romégou, on s'est rendu en Chine, dans le Xinjiang, pour faire annuler la condamnation de 12 jeunes Ouïghours musulmans et tibétains, bouddhistes. Oui. Votre concitoyen Rachid Nekez a permis, avec son ami de longue date, qui est toujours mon ami, qui s'appelle Jean-Bruno Romégou, qui était le président de l'association Touche pas à la Constitution, qui payait les amendes des femmes qui portaient librement le niqab, à la fois en France et dans 8 pays européens. Donc ensemble, on a fait annuler une condamnation à mort pendant l'Aïd el-Kibir de 12 jeunes Ouïghours musulmans et bouddhistes tibétains. Et on s'est rendu dans la province du Xinjiang, c'est à 4000 km de Pékin, ça s'appelle Urumqi. Donc ça, c'était 2009. Vous avez vu ce que j'ai fait par rapport aux femmes qui portent le niqab en Europe et en Iran. J'ai payé les amendes des femmes qui acceptaient librement de porter le niqab dans le pays européen, mais j'ai payé aussi les amendes des femmes qui refusaient de porter le voile au Soudan et en Iran. À l'époque, bon, vous ne regardiez pas ce que je faisais. Donc 29 femmes ont été libérées grâce à mon action soutenue par le doyen des ayatollahs iraniens, l'ayatollah Golpagani. C'était le 8 mars 2018. Et en 2013, je me suis rendu à Khartoum pour empêcher qu'une femme qui refusait de porter le voile soit flagellée avec 100 coups de fouet. Et comme dans ces pays-là, on me respecte, depuis, elle s'appelle Amira, depuis cette époque-là, elle n'a plus de problème, car les autorités soudanaises m'ont donné leur assurance qu'elle n'allait plus être inquiétée. J'avais été reçu par le secrétaire général du ministre de l'Intérieur soudanais. Et en septembre 2017, 30 septembre 2017, j'avais lancé un appel à tous les députés algériens et à tous les sénateurs algériens pour qu'on se rende ensemble en Birmanie pour protéger la minorité musulmane, les Rohingyas, qui étaient massacrés, déchiquetés par le pouvoir militaire birman. Et ils ont tout fait pour les expulser vers le Bangladesh. Et vous savez, j'ai proposé donc à tous les députés algériens, tous les sénateurs algériens, que j'allais leur payer tout le voyage. Avion, hôtel, nourriture, déplacement. Faites le calcul. À l'époque, ça faisait quoi? C'était plus de 700 parlementaires. Ah oui, j'avais de l'argent à l'époque, avant que les Français me saisissent tous mes comptes et me bloquent tous les comptes bancaires et me saisissent tous les appartements. Et oui, et un seul député, je dis bien un seul député, a accepté de faire le voyage avec moi le 30 septembre 2017. C'est le marhoum Hassan Haribi. Et oui, Hassan Haribi. Et là, vous nous voyez tous les deux, à l'arrivée donc d'un avion. C'était une épopée pour y arriver, à l'aéroport de Rangoon, donc la capitale politique
de Birmanie. Voilà, voici le marhoum Hassan Arabi, qui est mort depuis quelque temps, Rabbi yarhamou. Vous voyez? Et là, vous pouvez lire, là, c'est un article de Shuruq qui a marqué « Les autorités birmanes expulsent Arabi Nekaz ». À vrai dire, le député, le marhoum Hassan Arabi, n'a pas été expulsé, parce qu'il était député, donc les Birmans avaient peur. J'étais le seul à avoir été expulsé vers la Malaisie. Lui, il est resté, il a pu finir sa mission Inter-Sahara, vraiment un grand monsieur. Donc, moi, je respecte les hommes. Je respecte les hommes. Et vous savez, à l'époque, on était passé, on avait fait escale au Qatar. On avait pris un vol Alger-Doha au Qatar, et ensuite Doha-Rangoon. Mais qu'est-ce qui s'est passé à Doha? On a eu l'occasion de rencontrer M. Daraji, Inter-Sahara, et je tiens à saluer. Donc, on s'est rencontrés à Doha. Et figurez-vous que la compagnie aérienne, donc qatari, a refusé de me laisser embarquer. Écoutez-moi bien. Donc, on avait notre vol de Doha vers Rangoon en Birmanie, et il y a eu un ordre donné pour m'empêcher de prendre le vol Doha-Rangoon en Birmanie. Et quand le marhoum, le grand député algérien, Hassan Arabi, a vu que lui était rentré, que moi, on m'avait empêché d'accéder, vous savez ce qu'il a fait? Et c'est là que vous voyez les grands hommes. Ça, c'est des grands hommes. Le seul parlementaire sur plus de 700 députés et sénateurs à qui j'ai offert de participer à ce voyage humanitaire. Vous savez ce qu'il a fait? Il est sorti de l'avion. Il a dit « Wallo, ma roche wahdi ». Il a dit « Le kamak m'aya, man roche ». Ça, c'est des hommes d'honneur et de principe. Et vous savez ce qu'on a fait? J'ai acheté ensuite 2 billets. Un billet retour Alger, parce qu'à l'époque, c'était Yahya et compagnie qui nous empêchaient de faire ce voyage humanitaire, parce qu'ils ne voulaient pas qu'on ait de la notoriété. Vous connaissez un peu l'époque du gouvernement de Yahya. Et oui, parce que Yahya venait d'arriver au pouvoir juste avant. Il est arrivé au pouvoir après le limogeage du chef de gouvernement, c'est Abdelmajid Tebboune. Donc là, n'oubliez pas, on est en septembre 2017. Et Abdelmajid Tebboune a été limogé le 15 août 2017. Donc, Ahmed Ouihen ne voulait pas que notre voyage humanitaire soit un succès. Donc, il avait transmis une information à toutes les compagnies du monde pour dire que j'étais un terroriste. Oui, terroriste. Que je prévoyais d'organiser une opération terroriste. Voilà ce qu'a fait Ahmed Yahya. Vous vous rendez compte? J'en ai parlé dans le livre que j'ai publié juste après, en juillet 2018, La dictature Bouteflika. Oui. Et donc, aucune compagnie aérienne ne m'autorisait à monter dans un avion. Donc d'abord, il avait commencé par Qatar, en disant ne le laissez pas monter dans un avion vers Rangoon. Et ensuite, quand j'étais malin, qu'est-ce que j'ai fait? Vous savez, l'intelligence, ça se travaille, ça ne tombe pas du ciel. J'ai acheté 2 billets, un billet retour vers Alger et un billet vers la Malaisie et un autre de Malaisie vers Rangoon. Et j'ai publié sur la page Facebook le billet retour vers Alger. Donc quand Ahmed Yahya a vu qu'on allait retourner à Alger, il s'est dit bon, c'est bon. Il a annulé l'information selon laquelle donc j'allais organiser un attentat terroriste. Et c'est de cette façon que, de façon discrète, nous avons pris un vol vers Kuala Lumpur en Malaisie et ensuite, 3 heures après, un vol de Kuala Lumpur à Rangoon. Et c'est là, vous voyez, on a réussi à arriver à Rangoon. Mais quand on est arrivé, les autorités birmanes ont vu qu'on faisait partie des passagers. Et moi, on m'a expulsé ensuite vers Kuala Lumpur en Malaisie. Et le député al-Marhoum Hassan Arabi a été autorisé à finir son voyage humanitaire en Birmanie en soutien aux musulmans Rohingyas. Et quand on a publié cette vidéo à partir de la capitale politique Rangoon en Birmanie, qu'a fait Ahmed Yahya? Il a remis l'information selon laquelle j'allais organiser un attentat terroriste et j'ai été bloqué pendant 36 heures à l'aéroport de Kuala Lumpur en Birmanie parce qu'aucune compagnie au monde ne voulait me laisser embarquer dans un avion. Et je vous ai raconté la suite dans le livre sur la dictature Bouteflika.
Donc, pourquoi je vous raconte cette histoire? Pour féliciter et remercier le docteur Abdelrazak Mokri de participer à la flottille pour Gaza, Anna Laraleb aujourd'hui. C'est beaucoup plus compliqué qu'à l'époque où je proposais à tous les parlementaires algériens de participer à un voyage humanitaire en Birmanie en soutien aux musulmans Rohingyas qui avaient été massacrés par le régime militaire birman. Barakallahu fikum, tahiyya al-Jazair, Allah yarham shuhada.